La mission du Retsegena, chapitre 1. Accompagné de mon amie Rachel, les doigts nerveusement crispés sur le tableau de bord, l'aborigène Jerry Bostock admirait un prodigieux cristal rose qu'il venait juste d'acquérir, tout en conduisant son vieux pick-up sur le chemin de terre cahotant qui menait à la grande route. Il stoppa la camionnette à une intersection. Dans le ventre de la chaussée éventrée qui s'étendait devant lui, gisaient d'énormes tuyaux de béton. Au travers d'un nuage de poussière brune, occupé à travailler dans les tranchées prêtes à recevoir les canalisations, un ouvrier du chantier remarqua le véhicule. Il ne put que sourire et hausser les épaules dans un geste d'impuissance. Le conducteur devrait trouver une autre solution pour rejoindre l'autoroute. La piste impraticable obligea Jerry à s'engager sur une autre voie dans l'espoir de trouver une issue dans la direction qu'il souhaitait prendre. Voilà comment il approcha de l'heureux endroit que mon mari et moi-même considérons comme notre chez nous. Rachel s'exclama. « C'est ici qu'habite mon amie Valérie. Sa propriété s'appelle Al-Sheringa. » Jerry ralentit la voiture et s'arrêta. Pendant quelques secondes, il scruta l'étroit chemin devant lequel il stationnait avant de répondre. « Eh bien, allons lui rendre visite. » Dans mon bureau, heureuse et satisfaite, j'étais en compagnie d'Al-Sheringa, occupée à célébrer l'arrivée en Australie des premiers exemplaires du livre de l'amour par un médium. La vieille camionnette approchait, et de loin je reconnus mon amie Rachel aux côtés d'un aborigène. En apercevant le visage de l'homme, curieusement, une grande excitation s'empara de moi. Nous sommes de nombreux Australiens à n'avoir jamais rencontré de Koori ou de Moutri comme ils aiment être appelés. Bien que je sois né en Australie et que j'y ai été élevé, je confesse n'avoir jamais fait aucun effort dans ce sens. Pour la plupart des Australiens blancs, une telle initiative est difficile à envisager. Pourtant, grand est le besoin d'une véritable communication, d'une compréhension entre les races, socialement s'entend. L'opportunité venait de se présenter pour moi et je décidai de la saisir. Rachel rayonnait en me présentant à Jerry. À travers les verres de ses lunettes recouvertes de poussière, brillaient les yeux bruns les plus chaleureux qu'il m'ait été donné de voir. Son sourire franc et sincère resplendissait d'amour et de gentillesse. Le contact s'établit immédiatement et je ressentis la chaleur de son énergie quand il plongea son regard en moi comme personne ne l'avait jamais fait avant lui. Je préparai le déjeuner. Intuitivement, Jerry savait que j'avais été désignée pour prendre soin de la pierre Al-Sheringa. À supposer qu'elle lui en ait déjà parlé, Rachel ne laissait paraître aucun indice. Son visage était impassible. En guise d'entrée en matière, nous bavardâmes de tout et de rien pendant un moment, puis mon ami invita Jerry à me montrer son nouveau cristal, m'expliquant qu'il était guérisseur et qu'il se servait des cristaux pour ses soins. Il le sortit de sa poche et me le tendit tout en m'observant attentivement. « C'est une pierre magique comme la vôtre, dit-il, n'est-ce pas ? » « Vous connaissez la pierre Al-Sheringa » laissai-je échapper interloqué et m'efforçant de calmer les battements de mon cœur. « C'est une affaire d'homme, » répondit-il du tac au tac. Mon mental fonctionnait à toute allure, cherchant quelque chose à dire à Jerry, qui, à l'affût d'une explication, me fixait toujours. L'examen qu'il me faisait subir me rendait fébrile et me paralysait. J'étais donc dans l'incapacité de lui fournir une réponse.
Finalement, je recouvris mes esprits et m'évertuai à parler posément. Voyez-vous, je la tiens en grand respect. La pierre, depuis qu'elle m'a été confiée, n'est jamais sortie de son emballage, sauf bien sûr quand je l'utilise dans mon travail de médium, pour lequel elle me sert de support. La voix qui s'exprime alors par ma bouche est masculine. Jerry, au comble de l'hilarité, se renversa sur sa chaise en s'exclamant « C'est parfait !» L'atmosphère était totalement détendue, comme imprégnée de joie. Il récupéra le cristal rose et le glissa dans sa poche. Je ne pus résister. « Désirez-vous voir la pierre ?» Il déclina mon invitation. Une nuance de crainte se lisait dans son regard. Mes pensées s'arrêtèrent. Il y eut comme un blanc dans mon cerveau. Pourtant, il fallait que je dise quelque chose. Je balbutiai. À l'équinoxe de printemps, je suis allée visiter l'énorme et mystérieux rocher Uluru. J'ai vraiment aimé cet endroit et je suis d'accord avec les Kourés. Il s'agit bien d'un lieu sacré. J'ai décidé de ne pas monter sur le rocher par respect pour le peuple aborigène. Je décrivais ensuite comment Alcheringa s'était présenté à moi. Les sourcils de Jerry se soulevèrent en accent circonflexe et il se pencha en y avant. Un être invisible, qui se nomme Alcheringa, s'exprime par la bouche d'un de mes amis Kouri, déclara-t-il. En une fraction de seconde, je sentis que je faisais un avec ce Kouri. Mes lettres de créance avaient été établies. Puis son regard devint étrange. « Connaissez-vous les pétroglyphes de Carillon près de Gosford ?» me demanda-t-il. « J'en ai entendu parler, en effet. On me dit qu'ils sont aborigènes. »« J'y suis allé de nombreuses fois, enchaîna-t-il, et je vous assure que ces dessins ne sont pas aborigènes. J'aimerais vous y emmener. Pensez-vous qu'Alcheringa me parlerait si nous allions là-bas ?»« Oui, affirmai-je sans réfléchir. J'eus soudain l'impression qu'un événement à caractère initiatique était sur le point de se produire. Alcheringa ne m'avait-il pas prévenu, plus d'1 an auparavant, qu'un jour il s'adresserait par ma bouche à un aborigène ? La semaine suivante, nous partîmes pour Karyong. C'était un jour particulier, le 10e du 10e mois. Mon amie Karen se joignit à nous. Après m'avoir entendu parler de ce voyage toute une journée, elle avait insisté pour nous y accompagner. En fin d'après-midi, 4 heures de route plus tard, nous descendîmes de voiture et nous nous engageâmes à pied sur un sentier envahi par les broussailles. Jerry nous précédait et jetait çà et là des petits cailloux pour informer les esprits de notre venue, de façon à ne pas les surprendre. À l'en croire, il faisait un froid de canard sur le site. Pourtant, la température y était fort plaisante à mon goût. Il nous invita à l'imiter en mangeant les pointes des jeunes feuilles de l'arbre à gomme, ce qui, selon son conseil, nous mettrait en harmonie avec le paysage. Ensuite, il demanda aux esprits et aux élémentaux la permission de pénétrer sur leur territoire. Pour notre contribution, Karen avait apporté une caméra vidéo et moi mon appareil photo 35 mm. Nous gravîmes une pente abrupte sur le flanc d'un rocher qui s'était détaché de la montagne pour former une étroite crevasse avec une plateforme, une grotte en quelque sorte. L'arrière était surplombé d'un large promontoire. Comme nous rampions dans un passage étroit à l'intérieur de la cavité, je fus stupéfaite par les images qui soudain s'offraient à nous. Les parois étaient couvertes de centaines de symboles à vous couper le souffle. Nous restâmes sans voix, Karen et moi. Nous étions comme dans une capsule temporelle creusée dans la pierre. La plupart des figures semblaient être de facture égyptienne. Je ne suis pas une experte en la matière, mais je reconnus clairement le dieu égyptien Anubis. Les autres représentaient des hiéroglyphes ou des pictogrammes relatant des événements du passé. Des picotements envahirent mes doigts pendant que ma main parcourait délicatement les murs à la rencontre des images anciennes, dont certaines faisaient résonner de lointaines émotions que je ne parvenais pas vraiment à situer dans un contexte. Tandis que je photographiais à tout va,
je remarquai qu'une bonne partie de ces dessins était d'une grande netteté, mise en valeur par un relief parfait. Je m'entendis prononcer « Ces images ont été découpées au rayon laser ». Karen était occupée à enregistrer, et au centre de la grotte, les yeux clos, Jerry se tenait en méditation profonde. Je laissai alors échapper une sorte de hoquet. Je me retournai vers elle, tandis qu'à mon attention, elle pointait son doigt vers l'effigie d'une femme enceinte. Inexplicablement, j'éprouvai une sensation de détachement. Captant le changement d'atmosphère, Jerry nous entraîna vers le sommet d'un rocher surmontant la crevasse. Nous nous assîmes face à face. Karen mit sa caméra en route juste au moment où Al Sheringa commença à parler à travers moi. Bienvenue mes amis, je suis Al Sheringa. Il y a longtemps que j'attends cet instant, je suis heureux d'être ici. Je connais chacun de vous depuis bien des vies. Voyez-vous, nous sommes tous connectés au monde des étoiles. Les représentations gravées dans ce rocher sont une source de curiosité pour beaucoup, chacun ayant le sentiment qu'elles ont été faites par des êtres d'un autre monde. C'est d'ailleurs le cas pour une bonne partie d'entre elles. Il y a des millions d'années, des êtres venus d'autre part, d'autres étoiles, ont visité la petite planète Terre. Ils ont influencé l'évolution génétique de ces créatures, comme celle des poissons, des mammifères et des insectes. C'est une planète en tout lieu habitée de forces de vie. Vous en êtes conscient, bien entendu. Il y a beaucoup de choses à expliquer, mais le moment n'est pas encore venu. L'information arrivera graduellement, car notre projet est plus important. Chacune des pièces trouvera la place qui est sienne dans l'ensemble jusqu'à former un vaste tableau, lequel sera reconnu et compris par ceux qui demeurent dans ce monde. Il existe pour tous un besoin manifeste d'appréhender la mer que vous nommez la Terre et qui nourrit chacune des vies qui l'habitent. Grande est la nécessité d'aimer et respecter la mère Terre, de prendre soin d'elle. Je sais qu'au plus profond de son être, chacun de vous trois l'admet et nous aidera à diffuser et répandre cette connaissance. Quelqu'un a une question à poser? Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir au sujet de ce site? Demanda Jerry. A-t-il besoin de protection? Cet endroit a de tout temps été protégé. Nous continuerons à le faire jusqu'à ce que vienne le moment de le révéler au public. Ce lieu fort ancien détient les clés d'une ambition plus vaste. Ces images intégreront et accéléreront l'évolution de ceux, fort nombreux, qui se souviendront. C'est encore trop tôt, mais le moment approche. Y a-t-il quoi que ce soit que vous voudriez que nous fassions? En réalité, mon fils, vous répondez déjà à notre inspiration. Vous vous êtes spontanément offert à guider ces personnes, et pas seulement aujourd'hui pour cette rencontre que nous avons souhaitée. Il y aura beaucoup d'autres occasions où vous réaliserez que des mains invisibles sont à l'œuvre. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Nous savons que vous désirez servir. Soyez attentif, mon enfant. Faites face aux problèmes à mesure qu'ils se présentent. Vous n'êtes pas seul. Vous recevez une aide considérable sur de nombreux plans. Nous vous pousserons parfois un peu plus loin que ce dont vous avez l'habitude, et il ne vous sera néanmoins jamais demandé d'aller au-delà de vos capacités. Sachez que dès que chacun de vous fait un pas dans sa vie, nous sommes avec lui. Nous, du monde de la lumière, venons à vous avec amour depuis une dimension divine. Nous vous demandons de ne pas avoir peur. Nous sommes prêts à vous assister et à répondre à vos appels. D'une manière ou d'une autre, vous serez toujours soutenu. Il n'y a rien d'autre à dire à ce stade que de vous inviter à continuer sur votre lancée. Je vais maintenant vous laisser et vous remercier de m'avoir accueilli aujourd'hui. Notre rencontre ici n'a rien d'une coïncidence.
Les choses vont bientôt évoluer, ainsi que vous vous en rendrez compte. Que Dieu vous bénisse tous. La présence d'Al-Sheringa s'estompa, me laissant flotter dans une chaude énergie. Jerry se leva, nous demandant de le suivre. Nous escaladâmes la montagne de Whale Rock qui domine les eaux de Brisbane et au-delà Broken Bays. C'est un rocher plat présentant des marques très distinctes de pierre taillées dans ses parois. Nous dûmes, Karen et moi, baisser la tête dans notre progression, tant était puissante la sensation de passer sous quelque chose. Au même instant, nous levâmes les yeux l'une et l'autre, mais il n'y avait rien, bien sûr. Était-ce l'expression de notre imagination? Peut-être pas. Pourquoi avions-nous toutes les deux expérimenté les mêmes réactions à cet endroit? Mon cœur se mit à battre plus vite. Jerry confia être venu à cet endroit des quantités de fois et l'avoir utilisé comme lieu de guérison. Des familles aborigènes avaient habité la zone alentour et pris leur repas exactement là où nous nous tenions. Un côté du site était réservé aux affaires des hommes et l'autre aux affaires des femmes. Il nous montra ensuite une partie du rocher, creusée comme pour servir de berceau. Les femmes aborigènes, il y a bien longtemps, auraient utilisé cette cavité pour enfanter. Karen décida de s'y allonger. Quelques instants plus tard, elle semblait s'être endormie et ses yeux se mirent à bouger rapidement derrière ses paupières closes, ainsi qu'ils le font quand nous rêvons. Je l'observai avec curiosité pendant un moment, puis elle se redressa, assise, très droite, et les yeux grands ouverts. « Qu'as-tu ressenti » lui demandai-je. « L'extase de l'accouchement, » répondit-elle embarrassée, et en même temps, j'avais le sentiment d'être abandonnée, tout en sachant que je n'étais pas seule. Jerry se rapprocha d'elle et la fixa avec des yeux, soudain devenus immenses. « Et le bébé ?» interrogea-t-il. « Je ne sais pas vraiment, » bredouilla-t-elle d'une voix tremblante, prise de court par la question. À nouveau, je fus habitée par la même sensation que j'avais éprouvée plus tôt, juste avant ma communication avec Al-Sheringa, d'être détachée de la réalité, sauf que cette fois-ci, c'était autre chose. Notre ami avança jusqu'au bord de la plateforme, surplombant Broken Bay. La nuit commençait à tomber et les lumières scintillaient en contrebas dans la ville toute proche. Il se retourna et m'invita à le rejoindre, puis il désigna la mer, une lueur perplexe dans le regard. « Vous voyez l'endroit où se trouve ce petit bateau au milieu de la baie » déclara-t-il. « Pour moi, c'est là que le vaisseau a coulé. Concentrez-vous sur lui, Valérie, s'il vous plaît. Essayez de retrouver la mémoire de cet événement. » Instantanément, la vision de mon existence dans ce temps lointain auquel se révérait Jerry me parvint, lumineuse. Je pouvais la revivre par les yeux et les sentiments de qui j'étais alors. Je vis mes mains qui se tendaient vers la surface de l'océan, en même temps que le désespoir frappait mon cœur de plein fouet. J'entendis des hurlements de terreur, des cris et des gémissements. Je ressentis le besoin impératif de me libérer de la douleur, de la peur et de la terrible sensation de perte qui s'abattait sur la personne que j'étais à l'époque. Le paysage était complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui, plus tropical, plus luxuriant et plus dense. La chaleur me suffoquait et je haletais dans l'air épais et presque liquide, comme si je respirais sous l'eau. Chaque souffle m'était douloureux. Mes bras tendus, longs, décharnés, étaient recouverts d'une peau d'un blanc bleuté presque transparent. Je sentais que ma tête était allongée. Un terrible sentiment d'accablement s'était emparé de moi. Mon époux, mes enfants et un grand nombre de mes amis avaient été tués. Comment une telle chose avait-elle pu se produire? L'incrédulité laissa la place à une forte impression de trahison, puis à la montée de la colère, expérience émotionnelle que l'être de ma vision n'avait jamais connue auparavant.
je pris du recul par rapport au courroux que cette femme vivait alors pour revenir à ma réalité propre, celle de Valérie. À mes côtés se tenaient Karen et Jerry, pantelants au bord des larmes. Apparemment, nous venions de partager tous les trois et simultanément une sorte de traumatisme de groupe subi en un autre temps à Well Rock. Le voile alors se déchira davantage et des souvenirs plus précis affluèrent. Je découvris que nous arrivions des Pléiades de la Lyre, bien que notre origine première était un endroit dont le nom ressemble à Altaar. Nous étions venus paisiblement en mission divine sur la planète Terre, et nous avions été attaqués par des êtres qui n'appartenaient pas à la lumière d'amour. Loin en dessous de nous, une soucoupe pareille à un vaisseau spatial gisait, brisée dans les eaux de la baie. La frayeur des occupants du vaisseau, gravement blessés et traumatisés, leur désespoir résonnait en moi comme si je partageais leur conscience. C'est alors que des dauphins apparurent, en réponse aux appels à l'aide non formulés, poussant quelques personnes vers le rivage. Un autre vaisseau, celui sur lequel j'étais arrivé, planait au-dessus de la soucoupe accidentée en quête des survivants. Exposés aux radiations du soleil de cette époque, qui perçaient fortement malgré l'atmosphère poisseuse, ceux qui étaient déjà sur la berge hurlaient de douleur en cherchant un refuge pour se protéger, leur corps ne pouvant supporter ce genre d'émanation. Certains avaient subi de terribles lésions et je partageais directement leur agonie. Mes sens étaient chancelants et je tournais la tête. D'autres derrière moi assistaient à la scène avec la même horreur. Ils étaient tous extraterrestres comme moi. Une personne du nom d'Elera appartenait à notre groupe. Son mari, UG7, était coincé sous une barre de métal qui s'était détachée du pupitre de commande du vaisseau, gisant maintenant au fond d'un océan inconnu. Elera attendait un enfant et elle acheminait la conscience du tout petit être vers UG7, tandis que celui-ci lui demandait télépathiquement « Et le bébé ?» Je me reliai à UG7 en lui envoyant amour et sympathie. Tandis qu'il me renvoyait son amour, une bruyante explosion se fit entendre. La vision s'arrêta et je fus instantanément de retour dans l'air du crépuscule de Well Rock, mon regard plongé dans les yeux de Jerry Bostock. L'espace d'un instant, nous avions été, Jerry et moi, connectés par l'esprit, comme je l'avais été avec UG7 dans cette autre vie. Le Jerry de maintenant était l'UG7 de cet âge reculé. Je me retournai vers Karen et la même connexion s'établit. Karen était Elera. Nous nous regardâmes les uns les autres, réalisant la raison de notre présence en ces lieux. Nous devions y revenir afin de nous souvenir. Une merveilleuse étreinte scella notre réunion. Nous étions de vieux amis, ayant réintégré ensemble la terre d'aujourd'hui pour y vivre ce moment précis. Dans l'air du soir pourtant glacial, nous étions imprégnés de la chaleur de l'amour divin, au-dedans comme au-dehors. Je me sentis béni pour l'éternité quand nous joignîmes nos mains aux poignets des deux autres pour former deux triangles superposés en une ancienne forme de salut, origine de l'étoile de David. Nous levâmes nos bras entrecroisés vers les cieux dans un geste d'action de grâce. Loin, si loin au-dessus de nous, la douce lumière des Pléiades brillait dans la nuit, caressant nos visages et séchant nos larmes, comme le ferait une mère aimante en retrouvant enfin ses enfants depuis longtemps disparus. Dans le délicat et subtil moment de cette apaisante étreinte, nous reçûmes la guérison.